Perdre sa conjointe est une épreuve douloureuse. Comment réussir à faire son deuil? Comment accompagner ses enfants dans le leur? Quels sont les professionnels qui peuvent nous apporter de l'aide? Pour en savoir plus, nous accueillons Bénédicte, conseillère conjugale et familiale de l'association Le Pas Sud Bourgogne, centre de santé sexuelle. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Pourquoi perdre sa femme est-il plus difficile à vivre lorsqu'on a des enfants? Le décès, c'est toujours quelque chose de difficile, mais malheureusement, le deuil du conjoint ou de la conjointe, c'est une réalité que connaissent un jour ou l'autre les personnes qui vivent en couple. Dans ce cas, est-ce qu'avoir des enfants ou ne pas avoir d'enfants, ça change quelque chose? Je suis pas sûre qu'on puisse faire des généralités sur ce qui serait plus facile à vivre ou moins difficile à vivre. Je pense que c'est du cas par cas et qu'on peut pas hiérarchiser la souffrance. Chacun a ses propres ressources intérieures, ses forces, son caractère, sa manière de gérer ses émotions. Donc, perdre son conjoint ou sa conjointe alors qu'il y a un enfant ou des enfants, ça peut permettre aussi de tenir. C'est ce que nous disent les gens. Il fallait que je tienne pour mes enfants. Mais une personne sans enfant pourra aussi se reconstruire avec un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe avec qui elle aura éventuellement des enfants. Mais dans votre question, vous dites spécifiquement perdre sa femme. Alors, ça m'a fait penser que pour les couples hétérosexuels, c'est assez souvent que la femme, elle endosse un peu plus de tâches, elle gère plus de charges mentales liées aux enfants, à l'organisation, aux tâches à faire par rapport aux enfants. Dans ce cas, effectivement, si c'est monsieur qui perd sa femme, il va devoir apprendre à gérer un certain nombre de tâches qui étaient surtout gérées par sa femme. Et peut-être que cumulé à son travail, ça fera beaucoup. Donc c'est ça aussi qui peut faire que c'est plus difficile et qu'il aura besoin d'aide, d'être entouré, d'être soutenu. Ça peut être quelque chose d'important. Dans ce genre de situation, la dynamique familiale est bouleversée. Quelles difficultés peuvent rencontrer les enfants qui viennent de perdre leur mère? Tout à fait. Ce qui est bouleversé quand un des deux parents décède, quand l'enfant perd un adulte qui lui sert de référence, d'attachement, comme on dit en psychologie, de base de sécurité pour grandir. Ça peut être le père, la mère ou les deux qui ont cette fonction pour l'enfant. Là, c'est quelque chose qui s'écroule, qui disparaît dans la vie de l'enfant. Ce sera aussi un petit peu en fonction de l'âge de l'enfant. Le décès, en fait, il va être plus ou moins compréhensible. On sait que un enfant, il peut commencer à se comprendre un peu, se représenter ce qu'est la mort à partir de 6 ans environ. Ça peut être aussi un peu plus tard. Il va falloir aussi gérer les choses en fonction de l'âge de l'enfant. Ça n'empêche que perdre son parent pour un enfant, un adolescent, ça reste toujours une épreuve très déstabilisante et une immense souffrance, puisqu'il perd sa figure d'attachement, le parent sur lequel il sait pouvoir compter, auquel il s'est attaché. Heureusement, on sait que les enfants, ils sont résilients, qu'ils ont aussi plusieurs figures d'attachement dans la plupart des familles. Donc, un enfant orphelin, il va, dans le meilleur des cas, et dans beaucoup de familles, il va rester d'autres adultes sur qui il va pouvoir compter. Ça va être peut-être donc le deuxième parent, le beau-père ou la belle-mère, les grands-parents, des proches de la famille, des amis, des parrains, des marraines. Oui, la dynamique familiale, elle est bouleversée et les enfants, ils vont connaître des difficultés, mais ils vont aussi pouvoir se reconstruire. Dans les difficultés, alors les difficultés passagères, pour répondre à votre question, il y a la tristesse qui est là dans les premiers temps et c'est normal d'avoir de la peine, de pleurer. Il peut y avoir aussi une sorte de refus de la mort, dire que c'est pas vrai par exemple. Il peut y avoir aussi des émotions comme de la colère envers la personne qui est décédée, le parent décédé. L'enfant, il peut aussi se sentir coupable du décès de sa mère, puisque vous donnez l'exemple de perdre sa mère. Il peut se sentir abandonné, très important effectivement d'expliquer aussi le contexte du décès pour que l'enfant ne se croit pas coupable. Et il y a aussi des enfants qui réagissent pas tellement au décès. Il n'y a pas forcément des réactions tout de suite comme on pourrait attendre. Donc en tout cas, dans la dynamique familiale, ça va un petit peu déséquilibrer
la place de chacun et donc redistribuer un peu les places. Et là, le risque, s'il y a d'autres enfants dans la fratrie, le risque pour les enfants, c'est qu'ils s'attribuent un peu la tâche de soutenir le parent qui reste en vie. Même, il y a des enfants qui se posent un peu comme un soignant ou un psychologue face à leurs parents. Donc là, c'est vraiment aux parents de rester vigilants parce que les enfants ne doivent pas combler le vide, ils sont pas là pour ça. Par exemple, l'aîné de la fratrie n'a pas non plus à s'occuper de ses petits frères et sœurs comme le ferait la maman qui est décédée. C'est-à-dire que c'est normal de s'entraider dans une famille et que chacun participe un petit peu, mais il faut pas qu'il y ait un enfant sur qui pèse la disparition de la maman et qui devienne entre guillemets la nouvelle maman, parce que là, ça voudrait dire qu'il pourrait pas grandir en vivant l'insouciance de l'enfance et en vivant une adolescence normale, en pouvant aussi voir ses amis, un peu avoir des activités normales. Donc là, c'est aux parents qui restent ou aux autres personnes qui s'occupent des enfants de rester vigilants que ça soit pas trop pesant sur les enfants. Le père en deuil doit également être présent pour accompagner ses enfants dans leur souffrance. Quelle attitude doit-il adopter ? Est-il préférable qu'il cache sa souffrance ? Cacher sa souffrance, surtout pas. Il faut trouver le bon dosage entre pas assez et trop. Ne pas en dire assez, trop en dire. Voilà, trouver le juste milieu parce que les enfants, ils ont besoin de sentir que leur père peut s'occuper d'eux, qu'il est suffisamment solide pour continuer d'assurer leur sécurité, leurs besoins, qu'il est là pour eux aussi, pour les écouter. Un père qui s'écroule momentanément après un deuil, c'est normal, mais ensuite, il va falloir aussi être suffisamment présent pour ses enfants qui ont besoin que la vie reprenne le dessus, progressivement bien sûr, mais ils ont besoin de continuer à aller à l'école, à revoir leurs copains, à ce que la vie continue. Le problème, c'est que il y a beaucoup d'hommes qui ont été élevés à serrer les dents. Un homme, ça ne pleure pas. C'est malheureusement aussi des phrases qu'on continue d'entendre dans l'éducation des petits garçons. Sauf que les émotions, elles ont besoin de s'exprimer. Même si on peut être très pudique dans la manière d'exprimer la tristesse, le corps, les larmes, il faut quand même aussi pouvoir au moins le dire. Les mots sont importants. Donc un père qui ne pourrait pas du tout parler de la mort de la maman ou de son compagnon pour un couple gay, il instaurait quelque part une chape de silence pesante sur les enfants qui vont peut-être avoir envie d'en parler spontanément et qui s'interdiront peut-être d'en parler s'ils sentent que quand ils le font, ça génère des crispations, beaucoup trop de souffrance, voilà. Le mieux pour le papa, c'est peut-être de trouver des relais auprès de proches ou d'amis, de l'entourage, pour prendre en charge les enfants de temps à autre, donner un coup de main à la maison, avoir des temps pour souffler, prendre soin de soi, avoir une vie sociale. Et ensuite, il n'y a que le temps qui fera son œuvre. Dans tous les cas, il faudra du temps. En tant que conseillère familiale et conjugale, que pouvez-vous mettre en place pour aider ces familles en difficulté ? Notre outil principal, ce sont les entretiens d'écoute et d'accompagnement qui se feront là, dans ce cas, bien sûr, autour du deuil. C'est un moment où on peut dire les choses, on peut pleurer, on peut rire, on peut se disputer, on peut se faire des reproches, on peut entendre ce que l'autre a à nous dire. Nous, notre rôle en tant que conseillère conjugale et familiale, c'est de veiller à ce que le cadre reste bienveillant, empathique, à ce que la parole circule, à nommer les émotions, poser des questions. Encore une fois, on n'est pas là pour trouver un coupable à la situation. On peut, selon les besoins, donc le parent endeuillé peut venir seul, il peut venir aussi avec ses enfants, et il peut aussi venir avec son nouveau conjoint ou sa nouvelle conjointe, si c'est le cas. On peut aussi mettre en place des groupes d'échange pour les parents endeuillés, des groupes donc qui seront animés à 2 professionnels. Par exemple, on se mettra avec un psychologue, une assistante sociale, un personnel soignant. Parce que vivre un groupe de parole, un groupe d'échange entre parents endeuillés, c'est souvent très soutenant et source de bienfaits pour avancer sur ce vécu si douloureux. Êtes-vous souvent confronté à des risques de suicide suite à la perte d'un proche ? C'est des choses qui peuvent arriver. Et l'inverse aussi peut arriver d'ailleurs, un deuil suite à un suicide d'un enfant ou d'un parent. En tout cas, lorsqu'il y a des idées noires, nous, en tant que professionnels, on va chercher quand même à savoir un petit peu la gravité,
Est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives de suicide? On va donner le numéro national de prévention du suicide, le 3114. On va expliquer aux gens qu'il ne faut pas hésiter à aller aux urgences en cas d'idées persistantes, s'ils sentent qu'ils pourraient passer à l'acte, s'ils ont déjà plusieurs fois pensé à passer à l'acte. Et aussi, en cas d'urgence, on peut appeler le SAMU. Les gens peuvent appeler le SAMU, nous aussi, qui nous passera un médecin pour discuter avec la personne, pour voir s'il faut faire venir une ambulance pour aller aux urgences. Suite à un décès, certaines familles se retrouvent également en difficulté financière. Est-ce que vous leur proposez également des solutions ? Alors du coup, à notre niveau de conseillère conjugale et familiale, ça fait pas partie de nos fonctions, mais on va orienter donc vers des assistantes sociales et vers des associations qui pourront les prendre en charge et les aider. Que ressentez-vous quand vous accueillez ce genre d'histoire difficile ? Ça fait partie de notre métier et donc comme beaucoup d'autres professionnels, on entend et on accompagne des situations difficiles, voire traumatiques parfois. Nous, on est dans une relation professionnelle, bienveillante, non jugeante. Et donc, on va être dans l'empathie. Donc, effectivement, même si on va garder une distance professionnelle, on reste humain, il y a de l'empathie, ça fait partie de notre travail d'être en empathie. On peut aussi avoir toute une fatigue psychologique et émotionnelle qui va être là. Et on peut aussi avoir besoin de soutien et d'accompagnement pour gérer cette fatigue si on a beaucoup de récits de vie éprouvants à la suite. Mais donc il y a des choses en place dans notre association, et c'est obligatoire de toute façon dans notre profession, d'avoir de la supervision individuelle. Donc souvent c'est des psychologues qui sont là justement pour qu'on puisse parler de nos accompagnements de manière confidentielle. On ne donne pas le nom des personnes, mais ils sont là aussi pour nous aider à comprendre ce qui se passe. On a aussi en équipe, avec notre équipe de médecins sages-femmes, une fois par mois, de l'analyse de la pratique aussi avec une psychologue. Donc voilà, moi j'ai la chance d'être dans une association qui a la volonté de prendre soin de ses salariés. Il y a une politique de soutien, il y a des plans de prévention de risques au travail, puisque effectivement, entendre beaucoup de récits difficiles, voire traumatiques, ça peut mettre en risque le professionnel. En général, est-ce que les hommes ont plus de difficultés à se tourner vers des conseillères conjugales et familiales ? Et si oui, pourquoi ? Oui, alors effectivement, on a un peu moins d'hommes, mais les hommes viennent quand même, seuls ou en couple. Peut-être que certains préféreraient avoir des hommes plutôt que des femmes en face d'eux. Il y a des hommes qui font ce métier de conseil conjugal et familial, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins et souvent ils sont en libéral, donc c'est payant, alors qu'au centre, le service est gratuit. D'une manière générale aussi, on observe que les hommes, ils ont plus de mal à chercher de l'aide. S'il faut aller voir un ou une psychologue, par exemple, ils font un peu moins la démarche de prendre soin d'eux que les femmes. Donc peut-être qu'on peut se dire qu'il y a encore, les hommes sont aussi victimes de stéréotypes et d'injonctions qui pèsent sur eux. L'homme, c'est celui qui devrait assurer, ne pas pleurer, serrer les dents, soutenir, porter tout le reste de la famille. Bah non, en fait, il est comme les autres personnes. On a le même cerveau, il a des émotions comme les femmes. Mais c'est vrai qu'il y a aussi tout ça qui pèse un peu sur des injonctions, des attendus, ce qu'on attendrait d'un homme. Moi, ce que je souhaite de tout cœur aux hommes, c'est d'apprendre à s'écouter, à prêter l'oreille à ce qui se passe dans leur tête et dans leur cœur, comme on dit, pour parler des sentiments et des émotions, et d'écouter aussi leur corps, parce que les émotions, elles passent par le corps. Donc, si on leur laisse pas la place, il va se passer des choses. Les émotions, elles vont prendre des chemins détournés pour s'exprimer. Donc ça va être peut-être des crises d'angoisse, des cauchemars, des bouffées de chaleur. Les hommes peuvent aussi en avoir, dû à l'angoisse. Ça peut être aussi de se blesser, d'avoir des douleurs qui sont psychosomatiques, des maux de ventre, des maux de tête, etc. Tout le monde peut être touché par ça, mais c'est vrai que les hommes, ils ont un peu plus à apprendre à prendre conscience qu'on peut avoir besoin de chercher de l'aide. Quels conseils auriez-vous envie de donner à ces pères veufs qui n'ont jamais osé demander de l'aide ? Eh ben, il est jamais trop tard pour en parler. Pas forcément avec un professionnel de santé, sauf s'il y a vraiment besoin. Mais il est jamais trop tard pour en parler avec l'entourage, les amis, les enfants, le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe. Dire j'ai pas su faire, j'ai pas entendu les signaux d'alerte, je sais pas, je m'en veux peut-être s'ils s'en veulent. Comment vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous allez aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous à cette époque du décès ? Enfin,
voilà, on peut enclencher des discussions avec les proches et ça peut être libérateur, même des années plus tard, parce que les non-dits, les silences, le poids de la souffrance, il a continué de peser. Il est jamais trop tard pour faire ce genre de démarche, et même avec une personne décédée, on peut faire une démarche en leur écrivant une lettre ou en parlant devant leur tombe ou devant une photo pour leur dire ce qu'on a à leur dire. Merci à Bénédicte, conseillère conjugale et familiale de l'association Le Pas Sud de Bourgogne, d'avoir répondu à toutes nos questions sur le veuvage et la parentalité. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet Radio Aléo, radioaléo.fr. Merci.